Vous souvenez-vous de notre vol vers les monts Apuseni, qui nous a emmenés explorer les merveilles du Tibet, expliquées par Radu Sinamar dans son deuxième livre, 12 jours, une initiation secrète au mystérieux pays des dieux? Eh bien, il est maintenant temps de rentrer à la base Alpha, où se trouve notre intrigant auteur, près des monts Buchedi, pour débuter l'expédition à ses côtés, dans l'un des 3 tunnels partant de la salle des projections. Je parle du tunnel de gauche, menant vers l'Égypte. Viendra-t-il un jour où la salle des projections sera révélée au grand public et que nous pourrons tous accéder à ces projections holographiques pour découvrir l'histoire oubliée de notre planète et de notre race? En tout cas, sachez que l'année prochaine fêtera les 20 ans de cette immense découverte. Ne serait-il pas le moment idéal pour dévoiler son existence? Seul le futur pourra répondre à cette question. Asseyez-vous confortablement sur votre canapé ou allongez-vous tout en douceur dans votre lit pour écouter la suite de cet incroyable voyage spirituel dans lequel Radu s'est embarqué, emportant par la même occasion chacun d'entre nous. Voici donc le 3e livre écrit par Radu Sinamar, Le mystère égyptien. Bonjour à toutes et à tous, mes chers YouTubetateurs. J'espère que vous allez bien. Moi en tout cas, ça va très bien. Et comme vous pouvez le voir tout autour de moi, je suis entouré par la nature, par la brise du vent qui vient caresser ma peau et mes vêtements. Et à l'arrière, peut-être que vous allez entendre des cloches. C'est un troupeau de vaches qui est en train de brouter l'herbe du champ dans lequel je me trouve, plutôt de la prairie dans laquelle je suis. En tout cas, sachez que si vous n'allez pas très bien en ce moment, mon objectif dans ce début de vidéo avant de commencer, c'est d'instaurer un environnement vraiment sain. Et donc je vais vous transmettre tout mon amour, toute ma joie de vivre, tout mon bien-être actuel, pour que vous puissiez le ressentir à l'intérieur de vous, ce transfert d'énergie. Et cette fois-ci, dès que vous vous sentez prêt, vous pouvez continuer à regarder cette vidéo. Je suis vraiment très content de vous annoncer aujourd'hui que c'est bon, je vais pouvoir vous partager le fameux 6e livre de Radu Sinamar, Genèse oubliée, dans sa traduction française, donc que j'ai fini de traduire il y a assez récemment. Après plus de 8 mois de traduction, j'ai commencé fin décembre, début janvier, je ne sais plus exactement quand, étant donné que ça remonte à il y a longtemps. Et puis là, je ne vais pas simplement vous partager un livre, ça c'est la surprise, mais 2 livres de Radu Sinamar, puisque avant ça j'avais traduit un autre livre qui s'appelle Le Parchemin secret en français. 5 techniques secrètes tibétaines qui sont révélées dans un parchemin distillé par un sage bouddhiste qui s'appelle Padmasambhava, qui a réformé la religion du Tibet il y a quelques milliers d'années, et qui, de la main de son disciple, ou de sa disciple plutôt, Yeshe Tsogyel, a fait parvenir des messages à la portée considérable pour toute l'humanité, et qui avait été conservé pendant longtemps dans une grotte au Tibet, avant que finalement la fameuse déesse Machandi remette ce parchemin à Radu Sinamar, notre fabuleux auteur roumain. Auteur de romans ou de récits, on ne sait pas. En tout cas, quoi qu'il en soit, son histoire est incroyable, et je pense que c'est ça qu'il faut retenir. C'est que quelle que soit la finalité, qu'il ait voulu faire ça pour gagner de l'argent, ou qu'il ait voulu vraiment raconter ses propres expériences, ça reste fantastique. Et dès lors que ça transmet des énergies positives, quelle qu'en soit l'issue, je me dis ça nous transporte, ça nous berce dans un sens. Et c'est ce qu'il y a de beau. Sachez qu'en plus, bientôt, il va y avoir un autre livre avec une fréquence vibratoire assez importante qui va être édité et qui va sortir en version anglaise. Ah, il y a un avion qui passe au-dessus, peut-être que vous l'entendez, avec le bruit de ses réacteurs. Je vais attendre un instant.
voilà, ça fait partie de l'imprévisibilité du moment. On ne sait jamais trop à quoi s'attendre. Qui sait, peut-être qu'il y a un animal qui va venir en fond d'écran, qui va traverser derrière moi sans même que je m'en rende compte, pendant que je vais continuer le récit de ces livres et de son incroyable voyage spirituel, on peut le dire dans un sens. Donc oui, comme je le disais, il y a une auteure qui va sortir un livre avec une fréquence vibratoire assez élevée, qui s'appelle The Seeders, qui veut dire les ensemenceurs, et son auteur s'appelle Elena Danaan. Il me semble qu'elle est française, mais elle est partie vivre en Écosse, mais depuis elle écrit que des livres dans cette langue-là. Elle a vécu pendant plus d'une vingtaine d'années, voire une trentaine d'années à l'étranger. Je vais voir si à un moment donné je peux la contacter et discuter avec elle lors d'une interview ou une rencontre en visioconférence par exemple, ce serait intéressant. Et dans ce livre-là, pareil, plein d'informations extraordinaires vont être dévoilées, dans le sens que le livre n'est pas encore sorti. Il se trouve que le jour même où j'ai tourné cette vidéo, c'est-à-dire mercredi, environ 5 jours avant l'enregistrement de ce vocal, le livre est sorti. Donc je vous conseille tous d'aller le consulter sur Amazon. Malheureusement, avec les frais de douane et les taxes, ça va vous revenir dans les 40-45 euros. Mais si vraiment vous voulez avoir un livre de qualité et qui puisse établir un lien avec le livre de Radu Sinamar, Jeunesse oubliée, et puis le Code des pyramides que j'ai traduit, et je vous conseille vivement de l'acheter, sachant qu'apparemment il va provoquer de grandes répercussions mondiales, d'après certains voyants. Mais il y a beaucoup de publicité qui est faite dessus, pour ceux bien sûr qui sont intéressés par le sujet. Et donc ce sera une parfaite suite aux différents documents que je libère, que je publie publiquement. Et donc là maintenant, nous allons poursuivre avec le 3e livre de Radu Sinamar, intitulé Le mystère égyptien. Il est sorti il y a un peu plus de 10 ans, je dirais entre 2009 et 2012, dans ces eaux-là. Et il a été traduit seulement en 2016 par les éditions Atlante. Mais étant donné que apparemment le livre ne s'est pas aussi bien vendu que ce qu'ils espéraient, ils ont un peu fermé boutique et depuis, il n'y a plus aucun livre de Radu qui est sorti. Et donc j'ai bien peur que ça s'arrête là. Et donc c'est pour ça que j'ai pris l'initiative de traduire les livres restants. Étant donné la portée des informations contenues à l'intérieur de chacun d'entre eux, je me dis que ce serait dommage de ne pas pouvoir en profiter, sachant que ça pourrait à tous nous servir dans un futur proche. Étant donné qu'on est tous dans une période de transition, on passe de l'ancien monde au nouveau monde, l'ancien monde plus ancré dans le matérialisme, et là ce nouveau monde plus entouré des énergies de notre planète, la nature en faisant partie. Et donc je suis content de faire partie de cette catégorie de personnes avec vous qui est plus éveillée, en contact avec son environnement. Et donc nous allons commencer tout en douceur la lecture de ce 3e livre. Si vous êtes allongé, que vous écoutez ça pour vous reposer, c'est le moment idéal. Vous allez pouvoir profiter de ça, peut-être vous endormir au son de ma voix, ça serait l'idéal. Alors je vais commencer à peu près au milieu du livre, à la page 78, puisque comme je vais lire jusqu'à la fin, sans sauter de chapitre, donc là ça va être de la page 78 jusqu'à la page 250 à peu près, c'est-à-dire la dernière page du livre, ça va me prendre, je pense, entre 2 heures, 1h30, 2 heures, le temps de faire la lecture complète, sachant que ça va être entrecoupé de plusieurs génériques que j'ai moi-même créés. Si jamais vous vous posez la question, sachez que tous les génériques qui ont été créés avant pour les précédents longs métrages que j'ai réalisés et tournés, personne ne m'a aidé. Je m'y suis pris tout seul. J'ai dompté les logiciels de montage vidéo, comme on peut dire. Et donc c'est ce qui m'a permis de trouver cette inspiration. Et ce qui montre dans un sens que
tout le monde est capable de tout. On va dire que c'est plus grâce à notre volonté et notre persévérance qu'on est capable d'accomplir de grands actes, de grandes actions. Bien sûr, je ne me considère pas comme une personne plus importante que d'autres, mais je pense que si on suit vraiment ses passions, ce qu'on a envie de faire dans la vie, le résultat forcément tombe à un moment donné. Et si je vous attire vous en particulier comme communauté, c'est pas non plus un hasard, c'est que vous résonnez avec ce que je vous transmets. Donc oui, juste avant de reprendre aussi, je vais faire un petit résumé du livre précédent pour ceux qui n'auraient pas écouté le long podcast du précédent livre, 12 jours, une initiation secrète au mystérieux pays des dieux. En fait, Radu Sinamar, il va être contacté par un alchimiste du nom d'Elinor, qui apparemment aurait transité d'une vie à l'autre dans le même corps, mais son âme aurait quitté son corps avant de revenir plus tard dans un autre corps. Enfin, c'est une histoire un peu compliquée. Et au cours de cette vie-là, il a comme tâche de trouver la recette parfaite, dans un sens, pour concocter le produit final qui donnerait un alliage qu'on appellerait la pierre philosophale, pardon. On va dire un des buts ultimes à atteindre pour chaque alchimiste. Puis ensuite, après ça, il a rejoint un lama tibétain du nom de Repa Sundi, qui est accompagné d'un yidam, qui est une créature un peu mystique dans la religion tibétaine, mais qui apparemment aurait véritablement existé, puisque, comme je vous dis, c'est un récit. Radu dit véritablement avoir côtoyé ce lama tibétain avec cette créature à ses côtés. Il serait passé par un portail les menant de la Roumanie au Tibet. Et donc dans cette fameuse grotte où il aurait rencontré la déesse Machandi à la peau bleue, il aurait été tellement ébloui de sa beauté et de son apparence physique qu'il en aurait été submergé d'émotions. Et après ça, donc il a reçu le parchemin avant finalement de pouvoir dévoiler ses mystères plus tard. Et vous verrez, c'est dans le 4e livre, donc comme je vous ai dit, que j'ai traduit. Et qu'aujourd'hui, officiellement, je vais publier en français. Vous retrouverez ça dans la barre de description de la vidéo. Voilà. Donc aussi, juste avant de commencer, je voulais dire que je vais créer un générique pour chaque chapitre du livre. Donc, ce qui fait que dès lors que je passerai un sous-chapitre différent, j'annoncerai, et puis ensuite vous pourrez vous y rendre directement. Comme ça au moins, si vous ne voulez pas écouter toute ma lecture, vous pouvez sélectionner le chapitre qui vous convient le mieux, quoi. Allez, c'est parti cette fois-ci. Des souvenirs précieux. Donc là, pour le premier sous-chapitre, Radu Sinamar va parler de ses ancêtres en Roumanie, mais étant donné que je pense que la manière dont il vivait il y a plusieurs milliers d'années ressemble, selon moi, beaucoup à la manière dont vivaient nos ancêtres dans les alpages de notre pays. Quand je parle des alpages, ça peut être soit dans les Pyrénées, soit dans le Massif central, soit dans le Jura ou dans les Alpes où je vis. Donc c'est pour ça que j'ai considéré que c'était assez important de revenir dessus. Et j'ai même préparé un générique pour ça. Donc je laisse le regarder et on se retrouve juste après.
Dans les fragments de projection holographique que j'avais vus dans la salle de la montagne, j'avais constaté que nos massifs montagneux abritaient des peuples depuis longtemps. D'après mes estimations, cela se passait il y a environ 8 à 9 000 ans. Donc ça remonte à il y a assez longtemps. Pendant ces moments uniques vécus dans la salle des projections, à visionner d'hallucinantes successions d'images, j'avais été choqué par beaucoup d'aspects, notamment par ces vérités qui ont été cachées tout au long de l'histoire jusqu'à aujourd'hui. Donc là, comme Radu Sinamar vient de l'expliquer, toutes les descriptions qu'il va faire juste après sont issues des images holographiques de la salle des projections qu'il a pu visionner. Je n'avais pas le droit de dévoiler la plupart de ces informations. Les détails concernant le territoire roumain étaient plus fournis vers la fin de la présentation, qui faisait une synthèse couvrant les 10 000 dernières années. C'est un spectre, une étendue de l'histoire assez important. Je reçus toutefois la permission de dévoiler certaines de ces données, et je souhaite le faire maintenant, avant même de continuer à raconter les événements qui suivirent, bouleversants à bien des égards. Ce qui m'avait surpris lors du défilement des images holographiques avait été de constater le peu d'habitants qui occupaient la région. Il y avait peu de villages et encore moins de grandes villes. Les hommes vivaient exclusivement sur les hauteurs des montagnes et les seuls produits fabriqués provenaient des moutons et des abeilles. Les moutons étaient plus imposants qu'aujourd'hui et les hommes étaient également de taille plus grande. Environ 2 mètres pour les hommes et un peu moins pour les femmes, d'après mon appréciation. En dehors de l'agriculture et de l'élevage des moutons, rien de ce qu'ils faisaient ne ressemblait à notre vie actuelle. Ils paraissaient être silencieux et solitaires, souvent en méditation. Dans une séquence, je vis un homme s'arrêter, prélever de l'eau à la rivière avec une cuvette. Il resta accroupi, les yeux fermés, alors que la cuvette glissait plus loin dans la rivière. L'homme ne bougea pas de sa position. La contemplation, très intériorisée, semblait être la seule chose qui les animait. Les femmes s'occupaient de la préparation du lait de brebis qu'on leur rapportait. Personne ne faisait la cuisine, car ils ne mangeaient que des produits laitiers ou apicoles. Les femmes tissaient, à l'aide d'un dispositif en bois très simple, des sortes de longues chemises en laine. Tous portaient le même vêtement, une chemise qui leur arrivait un peu au-dessus du genou, entr'ouverte au niveau de la poitrine. Ils arboraient une ceinture également en laine de mouton. Leurs habitations ne possédaient qu'une seule pièce, au-dessus de laquelle un toit très haut, de forme pyramidale, se juchait. Le seul matériau était le bois, et l'on accédait à l'intérieur des demeures par une ouverture en demi-cercle. Il n'y avait ni porte, ni fenêtre, pas de chiens non plus dans les environs, ni d'autres animaux domestiques ou sauvages. Leur vie était toute en simplicité, austérité, calme, et malgré cela, j'ai ressenti qu'ils se situaient au-dessus de notre condition actuelle. Leurs mouvements possédaient une grande noblesse. Leurs actes étaient précis, avec peu de gestes, même lorsqu'ils accomplissaient le travail journalier, en atteignant une efficacité extraordinaire. Jamais ils ne se dépêchaient, donnant l'impression qu'ils avaient le temps pour eux. Ils terminaient toujours ce qu'ils avaient commencé, sans exception. Le tempo semblait battre moins vite, et la journée semblait être, elle aussi, plus longue. Souvent, pendant les travaux de la journée, les hommes s'asseyaient brusquement par terre et, en fermant les yeux, restaient dans une profonde contemplation des heures durant. Après, ils reprenaient leur activité là où ils l'avaient laissée. Je ne pus discerner de rituel. Le soir, les femmes grimpaient un peu plus haut sur la montagne et s'orientaient face au soleil en levant les mains vers le ciel pour remercier de tout ce que la vie leur offrait. Ce fut la seule manifestation gestuelle
que je pus assimiler à une forme de prière. Je ne vis aucune représentation de Dieu, aucun symbole de type religieux. Donc ils étaient vraiment dédiés uniquement à la méditation et à leur labeur quotidien, qui prenaient ça avec beaucoup de plaisir. Leur relation avec la source universelle semblait très directe et simple, sans intermédiaire. Leur vie paraissait dédiée à la méditation. Le soir, le couple se réunissait. Pendant la journée, l'homme partait avec les moutons dans la montagne. Il marchait lentement, concentré, en tête devant le troupeau. Quand il arrivait à destination, l'homme restait un temps debout, les yeux fermés, en se retournant doucement vers les 4 points cardinaux. Cela pouvait durer 1 à 2 heures. Ensuite, il s'asseyait dans l'herbe et demeurait immobile, les paupières closes pendant des heures. Rien ne venait le perturber, ni le vent, ni la pluie. À un moment, il eut un premier plan d'un de ses bergers en méditation, les yeux ouverts cette fois. J'étais si proche de lui que j'aurais pu tendre la main pour le toucher. Je ne sais pourquoi, mais cette image m'a profondément ému. Ses caractéristiques physionomiques étaient différentes des nôtres, je ne les comprenais même pas. Sa peau était plus blanche et semblait briller. Tous les hommes portaient des barbes et elles étaient blondes, voire blanches, tout comme leurs cheveux. En précisant qu'ils n'avaient pas forcément 50 et 60 ans. Ils pouvaient avoir la barbe blanche et les cheveux blancs même à 30-35 ans. Donc ça change un petit peu par rapport à notre époque. Les traits du visage et ce qu'ils exprimaient étaient ce qu'il y avait de plus impressionnant. Le nez était droit et un peu large, la bouche avec des lèvres parfaitement proportionnées, les pommettes légèrement contournées et un front droit et haut. Les cheveux étaient raides et longs jusqu'à l'épaule. Les yeux d'un bleu azur semblaient regarder l'éternité. L'être entier, subtil, de l'homme, semblait se positionner dans une réalité ancestrale, bien au-delà de nos possibilités actuelles. Son expression montrait un détachement souverain, ce qui m'avait réellement ému aux larmes. Puis les scènes présentèrent la suite du cycle d'une journée d'activité. Le berger stoppa sa méditation le soir venu, se leva et repartit vers sa maison. Les bêtes le suivirent dans un ordre strict, sans qu'il s'en soucie. Lorsqu'ils se rejoignirent, l'homme et la femme se serrèrent dans les bras un bon moment. Ils dînèrent dehors avant de regagner leur pénate. Leur pénate, c'est leur lieu de vie. À partir d'ici, je pensais avoir compris ce qui constituait le motif de l'interdiction de décrire ces éléments. Tout mon être tremblait et je réalisais que, malheureusement, l'humanité était complètement décadente de nos jours. Dans la maison, la pièce s'illumina comme par magie, sans aucune source d'électricité. La lumière semblait surnaturelle, avec une nuance jaunâtre brillante, mais sans pour autant agresser les yeux. Sa clarté laissait paraître les choses très clairement et semblait faire partie intégrante du couple, y trouvant sa source en quelque sorte. L'image s'approcha de l'entrée, mais ne dépassa pas le seuil. Dans la chambre, d'environ 3 mètres de haut et 4 mètres de long, se dressait une sorte de lit à environ un demi-mètre du sol et fait de troncs d'arbres. Donc l'ensemble du mobilier intérieur de leur chalet en bois était fait également en bois. Donc des éléments et des matériaux complètement naturels. Sans aucun doute, surpris, je vis qu'après que le couple se fut assis dans le lit, la lumière commença à diminuer en intensité, transformant sa couleur en un bleu féerique. Sans aucun doute, le phénomène était provoqué par la volonté subtile des deux personnes sans effort apparent.
S'ils étaient capables de produire un tel effet aussi facilement, je me demandais quelle était l'étendue de leurs dons. Et malgré tout, ils vivaient dans une complète simplicité et humilité face à la nature et ce qu'elle offrait, sans faire appel au pouvoir immense qu'ils semblaient posséder. Cette supposition se fondait sur les dernières images aperçues plus tard, montrant cette époque et ce territoire, notre pays actuel. D'après mon appréciation, les séquences présentées avaient eu lieu dans les montagnes à Pousseni, donc là où Radu s'était promené avec le lama tibétain pour ensuite passer de la Roumanie au Tibet, via un portail. Puis je vis ce qui ressemblait à une réunion spirituelle d'une communauté de la région. Les colonies étaient rarissimes et les habitants peu nombreux. Ni village, ni ville ne se déployaient dans ce paysage. Étrangement, je ne pus pas voir non plus d'enfants ni de personnes âgées. La moyenne d'âge se situait entre 35 et 45 ans. La projection depuis une crête de montagne permettait la vision d'un paysage d'une beauté irréelle de part et d'autre de la cime. 9 personnes, 5 hommes et 4 femmes, étaient assis en un cercle parfait. Tous en méditation, sans aucun objet ou artifice rituel en leur possession. Puis ils se levèrent simultanément en se prenant par les mains. Quelques secondes plus tard, au milieu du cercle, apparut brusquement une colonne de vive lumière blanche qui me fit instinctivement me protéger les yeux. La colonne s'éleva vers le ciel en créant une intense sensation de sacralité et de transmission d'énergie subtile. Je ne sus jamais le but de cette manifestation, mais il est certain qu'elle dura longtemps, jusqu'à la nuit tombée. L'ensemble était d'une beauté unique, toute la montagne était entièrement illuminée. Toute mon âme était saisie. La colonne de lumière s'éteignit doucement, jusqu'à disparaître entièrement. Avant que cela n'arrive, la crête s'illumina de la même façon que la chambre du couple. Les 9 personnes parlèrent ensemble, pas très longtemps, puis se produisit un phénomène qui me laissa perplexe. Un par un, ils disparurent à intervalles de quelques secondes, laissant la montagne dans le noir. Cette partie du film, que je vis dans la salle des projections, m'impressionna profondément, car je considérais que les personnes que je venais de voir étaient nos ancêtres. La projection holographique avait été d'une précision extrême, et j'ai tenu à le raconter, car cela avait un rapport avec le territoire de notre pays. Je suis convaincu que ceux qui ont la possibilité d'accéder à de telles informations peuvent certifier mon récit. Fin du passage. On passe au prochain sous-chapitre. Une nouvelle visite. Bon, j'ai pas prévu de générique pour celui-ci. Après 1 heure de vol, je reconnus les premières crêtes des monts qui me rappelèrent la localisation secrète des Buccetti. Nous atterrîmes à environ 50 mètres de l'entrée dans la montagne. Je remarquai les modifications radicales réalisées en 2 ans. Premièrement, la double protection armée n'existait plus. Il demeurait un chemin forestier qui permettait le ravitaillement de la base. À la place du lieu de dépôt, en dehors de la base, il y avait maintenant une piste d'atterrissage. Les constructions semi-sphériques avaient aussi disparu et l'entrée du grand hangar semblait terminée. Et j'ai l'impression que les vaches derrière, elles écoutent attentivement ce que je raconte. Elles ont l'oreille tendue. Elles tendent l'oreille. César m'expliqua que le hangar était utilisé comme espace de stockage, car le laboratoire était désaffecté. Toutes les preuves avaient été envoyées à un institut spécialisé de Bucarest, sponsorisé par l'armée américaine. Après les premières analyses, les preuves les plus importantes avaient été transférées aux États-Unis. La zone secrète montagneuse avait été simplifiée pour se confondre avec le paysage environnant. César m'informa que ce n'était qu'une apparence
car en réalité, il y avait plus d'installations, dont des systèmes de sécurité ultra performants. Un officier américain nous accueillit et salua César. C'était lui qui conduisait les opérations sur place. À l'exception de César, tout le monde fut fouillé et nos identités vérifiées. Donc pour ceux d'entre vous qui ne connaîtraient pas César, César c'est César Brad, c'est la personne qui dirige le département 0 à l'époque où Radu-Sinamar avait écrit les livres. C'est peut-être encore le cas actuellement, je ne sais pas. Et c'est aussi lui dont il est fait référence dans le premier livre que je vous ai récité dans mon premier podcast ou long métrage, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, où justement il raconte toute l'enfance extraordinaire qu'a vécu César Brad ainsi que son évolution, qui l'a amené à rejoindre le département 0, donc le département des services secrets roumains. Une patrouille de 6 soldats, 3 Américains et 3 Roumains, nous escortèrent vers l'entrepôt situé à gauche, pendant que César restait avec l'officier. Le souvenir des quelques heures si importantes passées ici m'envahit à la vue de cet endroit. La porte de l'entrepôt était intelligemment cachée dans le flanc de la montagne. Depuis ma dernière visite, des portes gigantesques avaient été montées à l'entrée de l'entrepôt ainsi qu'à l'entrée du tunnel. Ici, le tunnel, c'est le tunnel de la grande galerie qui mène jusqu'à la salle des projections. Il y a une première partie du tunnel qui a été perforée par les Roumains et les Américains ensemble, dans un accord bilatéral. Et ensuite, à l'intérieur de la montagne, ils ont rejoint une autre grande galerie qui, elle, mène directement au dôme de la salle des projections. Des portes gigantesques avaient été montées à l'entrée de l'entrepôt, ainsi qu'à l'entrée du tunnel. Elles étaient étanches et se déplaçaient en coulissant. Nous pénétrâmes par une entrée secondaire de la taille d'une porte normale. L'entrepôt était très vaste et intensément illuminé. Sur la gauche s'alignaient d'imposantes caisses, de la logistique militaire, et derrière, j'aperçus 2 TAB garés face à la sortie. Bon, les TAB, je ne sais pas ce que c'est. Je ne peux pas plus vous éclairer à ce niveau-là. À droite étaient rangés plusieurs véhicules électriques dédiés au déplacement à l'intérieur de la grande galerie et dans la salle des projections. Donc ils utilisent quand même des véhicules pour se déplacer. J'imagine que les distances entre chaque endroit sont assez conséquentes. Derrière les voitures, une immense bâche recouvrait quelque chose, des véhicules plus grands. À quelques mètres de l'entrée, 3 constructions que j'avais déjà vues 2 ans auparavant, quand elles étaient utilisées comme laboratoire. On m'expliqua qu'elles étaient aménagées pour le repos et les activités du personnel sur place, en grande partie d'origine américaine. Les gardes roumains changeaient chaque jour. Suite à un accord bipartite, l'officier américain était devenu le chef des opérations de la salle des projections, et César, celui des tunnels souterrains. Nous rentrâmes dans le premier bâtiment, composé d'un grand couloir et de 5 chambres. Ouais, je pense qu'elles apprécient vraiment. Nous rentrâmes dans le premier bâtiment, composé d'un grand couloir et de 5 chambres. Nos noms étaient étiquetés sur les portes. Mon nom figurait sur la 3e. À l'intérieur de la pièce, un équipement particulier d'origine américaine m'attendait. Je dus l'enfiler pour l'expédition. Un sac à dos figurait aussi dans la panoplie, comportant pas mal de produits, bien rangés, allant de l'alimentaire jusqu'à une trousse de premiers secours. L'équipement ressemblait à un scaphandre moderne, dans un matériau voisin du néoprène, mais plus souple et plus léger. Les chaussures se constituaient d'une paire de mocassins hauts jusqu'aux chevilles, avec des semelles très épaisses. Sur les parties latérales des semelles, un système permettait l'analyse de certains paramètres physiologiques essentiels. On m'expliqua que 2 capteurs étaient insérés dans la semelle qui transmettait les informations par ondes. En fonction du résultat de l'analyse, les paramètres se réglaient automatiquement. De cette façon, la résistance physique et psychique de l'organisme
était maintenu à un niveau optimal. Je chaussais condensé de technologie et je réalisais, ébahi, que les mocassins se moulaient parfaitement à mes pieds. Le lieutenant Nikohara m'expliquait que le matériel utilisé pour leur confection était intelligent. Nous sortîmes au dehors équipés, et César apparut à la sortie du tunnel en se dirigeant vers nous. Tout était prêt, nous pouvions partir. En formation, nous stationnâmes devant l'entrée du tunnel, tandis que César signait des papiers que l'officier de garde lui avait remis. Entre-temps, j'observais les changements réalisés en 2 ans. En sus de la porte en acier, camouflée et coulissante, l'intérieur avait été doté d'un meilleur système d'éclairage qui permettait de distinguer chaque détail. La première avancée de 10 mètres qui avait été creusée dans la montagne avait été renforcée avec un matériel absorbant spécial et doublé d'une couche très fine de métal argenté. Plus tard, j'appris que c'était du titane et que l'isolation avait été réalisée avec une technique américaine de pointe utilisée pour la fabrication des satellites. Et là, on parle d'une époque remontant à 2009 et 2012, donc ils possédaient déjà en leur possession beaucoup de technologies très avancées. Tout était propre et accueillant. Les parois du tunnel étaient entièrement recouvertes de caoutchouc jusqu'à mi-hauteur des murs, où une rangée de réflecteurs rouges était censée s'allumer en cas de problème grave. 4 véhicules électriques nous attendaient à l'entrée. Après la signature des papiers officiels, nous empruntâmes 3 des véhicules. Les 2 Américains ensemble, César et moi, et enfin le lieutenant Nikohara seul dans le 3e véhicule. 2 places à l'avant et à l'arrière de l'espace pour transporter l'équipement. En montant dans l'habitacle sans porte, le tableau de bord s'illumina d'une superbe couleur bleue. Ce type de véhicule comportait un système de 4 roues motrices et pouvait se glisser dans des espaces très étroits. César appuya sur un bouton et le convoi s'ébranla à petite allure. Tout était très silencieux, bien qu'on roulât à presque 50 km/h. Nous nous dirigeâmes vers l'entrée de la grande galerie que nous franchîmes après la désactivation du système de sécurité. Conscient des émotions qui me traversaient, César roula doucement pour me laisser le temps de m'accommoder. Cette sensation très agréable était proche de l'état de rêverie et de l'hypnose. César, connaissant cet effet, ralentit pour amoindrir l'effet hypnotique sur moi. Un officier américain, qui roulait un peu trop vite, s'était endormi presque instantanément au volant, m'expliqua César en souriant. Sa chance fut que j'étais là et que j'ai pu reprendre le contrôle, mais ce fut une expérience importante qui nous a permis de découvrir le petit secret du tunnel. Nous avons compris l'effet, mais pas la cause, bien sûr. Le bouclier énergétique de la salle des projections affichait toujours cette belle couleur bleue. D'ailleurs, si vous ne savez pas, le bleu correspond au chakra du 3e œil et qui est directement en relation avec l'hypophyse et la glande pinéale qui correspond à notre perception visuelle de notre environnement. Et donc le fait que l'intérieur de la grande galerie soit recouvert d'une matière organique de couleur bleue, ça peut jouer sur la manière dont ils interagissent avec leur environnement et comment ils le perçoivent. Donc à mon avis, il doit y avoir certaines fluctuations, certaines interférences avec leur conscience et avec leur cerveau qui les désorientent et les rendent un peu fous dans un sens. Et c'est pour ça que, comme il l'explique régulièrement, il faut une certaine formation et un certain entraînement pour pouvoir être capable de pénétrer à l'intérieur de la grande galerie puis à l'intérieur de la salle des projections de façon sûre, sans subir les effets secondaires naturels que peuvent provoquer ces endroits. César stoppa devant lui et déchargea l'équipement. Je restai quelques instants plein d'émotions et recueilli. Il m'est difficile de retranscrire avec des mots la sensation de grandeur et de mystère qui imprègne cet endroit.
La sensation était d'autant plus intense, sachant ce qui se trouvait à l'intérieur de la salle. Se créa alors une sorte de liaison subtile avec les membres de cette ancienne civilisation qui avait construit cet ensemble. Je me sentis proche d'eux. C'était comme un flux subconscient qui me portait sans volonté vers ces temps ancestraux et vers des questions sans réponse. Qui était-il et à quoi ressemblait-il? Quel était le but de cette construction? Comment l'avait-il réalisé d'un point de vue technique? Quel était le message derrière tout cela? Il existe dans ce lieu une empreinte physique spécifique, une sorte de passage vers une autre dimension de la réalité. La grandeur et la subtilité de la construction te poussent à garder le silence, à marcher doucement et à réfléchir au mystère de l'âme. J'avais connu ces sensations dès la première visite, maintenant je les percevais avec une acuité très nette. Je dus revenir sur Terre, car nous traversâmes le mur d'énergie pour aboutir dans la grande salle des projections. Une délicate joie me saisit, je rentrai à la maison en quelque sorte. Dans le silence divin de cet endroit perdu, j'eus l'impression de me trouver dans une cathédrale immense. Mes pas sur le sol ne faisaient aucun bruit. Bon là j'avoue que c'est un peu contradictoire ce qu'il dit. Il a l'impression de se trouver dans une cathédrale, mais ses pas ne résonnent pas. Alors qu'on sait très bien que l'intérieur d'une cathédrale, c'est très vaste, et dès lors qu'on émet un son, c'est répercuté, c'est multiplié par 2 ou par 3, quoi. Donc, c'est un peu bizarre. Après, là, c'est une traduction qui a été faite à partir du livre roumain. Donc le traducteur français peut lui-même avoir mal interprété la version originale. C'est un peu comme la Bible. Ceux qui ont traduit la Bible ont traduit à leur façon, selon leur perception des phrases transmises à l'intérieur de ce livre sacré. Je revis les tables hantées, l'estrade supportant le cylindre transparent au beau milieu de la salle, et plus loin, les ouvertures béantes des 3 tunnels, d'où émanait une lueur iridescente verte. Mon cœur se serra à l'idée de rentrer dans l'un d'eux, de m'aventurer vers l'inconnu le plus total. Je me repris rapidement, après tout le chemin avait déjà été parcouru par César et les membres de l'expédition précédente. Tout était resté comme avant. La seule modification visible concernait des systèmes d'avertissement installés par les ingénieurs américains, ainsi qu'un système supplémentaire de sécurité. Il régnait dans la salle une sorte d'agitation surprenante. Ce n'était pas du bruit, mais du mouvement. Je décomptais environ 8 militaires qui se déplaçaient avec des mouvements précis et rapides devant les 3 gouffres des tunnels et surtout devant celui de gauche, semblant savoir très bien ce qu'il faisait. Un des militaires se tenait devant la console de commande du premier tunnel. Un hologramme de petite dimension y diffusait des images qui changeaient souvent de contenu, mais j'étais trop loin pour distinguer les détails. Donc le premier tunnel, c'est celui qui mène vers l'Égypte. Je vous avoue que là, je commence vraiment à avoir froid, sachant que je suis pieds nus sur le sol et que j'ai pas de gants autour de mes doigts. J'ai un petit peu bougé, parce que là, quand on reste statique, le corps, bien sûr, a tendance à refroidir, surtout quand on est en altitude. Parce que là, j'ai fait une bonne heure de marche avant d'arriver là où je suis. Donc, il faut un petit peu que je me réchauffe. Là, forcément, quand je suis arrivé ici, j'étais rempli d'énergie après la randonnée, mais là, je me suis bien refroidi. Sachant que j'approche environ les 18 heures au moment où je tourne cette vidéo. On est à la fin de l'été, près de l'automne. Donc, à mon avis, là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller jusqu'à la fin de ce sous-chapitre et puis je tournerai la suite une autre fois, et je pense même dans un environnement différent. Comme ça, au moins, ça vous fera plusieurs fonds d'écran pour que vous puissiez apprécier différents environnements, accompagnés par la nature et toute sa douceur. Je m'assis sur les marches de l'estrade, au centre de la salle des projections, pendant que César allait vers l'un des tunnels, accompagné de 2 lieutenants.
Quelques minutes plus tard, Hayden s'assit à mes côtés, en sortant son ordinateur, tout en regardant autour de lui cet immense espace. Il semblait perdu. Je lui dis que même si j'avais déjà fait cette expérience, j'étais tout aussi impressionné que lui. Donc Hayden, apparemment, c'est un génie informatique américain qui serait venu aider Radu et César pour comprendre la technologie qui a été utilisée pour construire et concevoir l'intérieur des tunnels. Je montrais mon ordinateur, il m'expliqua qu'il ne s'en séparait jamais. Il était unique de par sa conception, réalisé expressément sur mesure pour lui. Commandé par le Pentagone à une grande société de recherche, il incluait une technologie en avance d'environ 20 ans par rapport à nos PC ordinaires. Donc on peut dire clairement que la technologie qu'il avait à ce moment-là est l'équivalent des PC qu'on aura dans 5 à 10 ans. Donc ça devait être une technologie vraiment impressionnante. Je regardais plus attentivement Hayden. Il ne semblait pas avoir plus de 30 ans, mais c'était pourtant l'un des plus grands génies de la planète. Il sortit sa bécane d'une boîte spéciale et l'écran ne s'ouvrit pas comme habituellement sur les ordinateurs portables, mais il glissa d'une simple pression et s'illumina discrètement. La projection tridimensionnelle du menu et de l'ensemble des fonctions m'impressionna. Hayden effleura les projections holographiques et le résultat apparut instantanément. Sa dextérité était incroyable, il tendait à peine la main et l'image venait à lui. Médusé, je lui demandai comment cela était possible. Je ne sais pas très bien. C'est la seule chose que j'ai fait toute ma vie. C'est mon monde, le seul où je me sens en sécurité. J'ai un lien spécifique avec ce monde, je ressens les circuits et je peux même communiquer avec eux par télépathie. Ils me suivent comme s'ils connaissaient mes intentions. Je vois les connexions, les obstacles, les cryptages, je vois tout et je sais où intervenir et comment résoudre un problème. Je le dévisageais comme s'il venait d'une autre planète. Je pensais avoir vu beaucoup de choses, mais la vie me réservait encore des surprises. Il m'expliqua que cette technologie offrait des capacités illimitées de stockage de données qui s'appuyaient sur les liaisons cristallines. Donc ça fonctionne avec des cristaux, assez intéressant. Sachant qu'on dit que c'est l'avenir pour le stockage des informations, on voit ça. Le pouvoir de calcul n'avait pas non plus de limite, mais le plus dingue était que l'ordinateur, selon lui, avait de façon étrange accès à une dimension supérieure de la réalité. J'avoue ne pas très bien avoir compris, mais d'après Hayden, le principe en jeu était une combinaison complexe de tenseurs mathématiques et d'espaces d'Hilbert à laquelle on devait ajouter un aspect de conception constructive dont il ne pouvait pas me dire plus. Top secret. Son ordinateur était soi-disant capable de résoudre les situations les plus difficiles en réalisant des prédictions tridimensionnelles. Là, quelqu'un vient de passer en moto. C'est une version compacte utilisée dans des situations de déplacement, mais au quartier général du Pentagone, il y a la variante fixe, beaucoup plus puissante, me dit-il. Il commença à peine à disserter sur une de ses idées concernant une avancée d'envergure quand nous fûmes mandés par le lieutenant Nikohara à l'entrée du tunnel. Arriva le moment où pour la première fois, j'allais entrer dans une zone interdite pour moi jusqu'alors. À mesure qu'on s'approchait de l'entrée du tunnel de gauche, l'émotion montait en moi. Je la maîtrisais en songeant que j'allais être accompagné par César, qui avait l'expérience et la sagesse nécessaires pour toujours trouver des solutions. Malgré tout, je fixais l'ouverture géante du tunnel discrètement, qui allait m'absorber, et mes forces commencèrent à lâcher. Le pilote de la console de commande transmettait à César des informations techniques sans aucun sens pour moi. L'Américain gradé parlait de l'intensité d'un champ de déformation spatio-temporelle, et cela me fit réellement réfléchir. Je m'avançai donc. La cavité dans la montagne était extraordinaire. J'avais l'impression d'avoir le vertige, comme si une forme immense m'appelait à l'intérieur du tunnel.
Pour diminuer un tantinet le choc, je regardai à nouveau vers la salle, mais mon regard fut attiré par une modification de l'image sur la console. Y figurait l'intérieur d'une galerie. Je compris que c'était le tunnel où nous allions voyager. Une sorte de rideau semi-transparent y vibrait de plus en plus vite, prenant la forme d'un entonnoir qui finit par se stabiliser. Tout disparut et la suite du tunnel fut visible. Ce fut une grande surprise pour nous aussi, me confirma César. Imagine notre stupeur quand nous sommes rentrés et qu'après quelques mètres, il devint tout noir d'un coup, même avec de la lumière. La surface noire ne laissait rien paraître. C'était une sorte de code pour aller plus loin. On ne pouvait pas avancer à cause d'une barrière énergétique en réalité. Mais on a rapidement trouvé la solution avec l'aide de la console. Les images nous montrèrent comment accéder au tunnel. Ensuite, l'équipe technique comprit qu'il s'agissait d'une déformation spatio-temporelle artificielle. Et donc à ce moment-là, je vais m'arrêter, puisqu'on va passer au prochain sous-chapitre, le tunnel vers l'Égypte. C'est tout pour aujourd'hui. Comme vous pouvez le constater, j'ai changé de paysage et d'environnement pour la suite de la lecture de ce livre et pour ce sous-chapitre suivant. Tout disparut et la suite du tunnel fut visible. Ce fut une grande surprise pour nous aussi, me confirma César. Imagine notre stupeur quand nous sommes rentrés et qu'après quelques mètres, il devint tout noir d'un coup. Même avec de la lumière, la surface noire ne laissait rien paraître. C'était une sorte de code pour aller plus loin. On ne pouvait pas avancer à cause d'une barrière énergétique en réalité. Mais on a rapidement trouvé la solution avec l'aide de la console. Les images nous montrèrent comment accéder au tunnel. Ensuite, l'équipe technique comprit qu'il s'agissait d'une déformation spatio-temporelle. Pourquoi une telle protection alors que l'on était déjà arrivé jusque-là ? Ensuite, on s'est rendu compte que les architectes de ce tunnel avaient créé un système de transport intra-tunnel qui reste encore inconnu à ce jour. Derrière la déformation spatio-temporelle se trouve un système géométrique de cristaux de quartz très purs, encastrés dans la matière isolante des parois. Viens, je te montre. Je le suivis. Les murs montaient très haut, les finitions étaient parfaites. J'estimais la largeur à environ 7 mètres et la hauteur à 10. La matière qui recouvrait les murs était semblable à celle de la grande galerie, mais plus brillante et d'une couleur verte fluorescente. Sachant que la couleur verte correspond au chakra du cœur, et donc de manière générale fait plus ressortir les émotions quand on pénètre dans ce type d'endroit, ou en tout cas qu'on est entouré de cette couleur. Et c'est d'autant plus imprégnant quand c'est fluorescent, parce qu'il y a un côté un peu brumeux qui ressort, et donc c'est comme si la personne nageait au milieu de cette énergie, de ce champ énergétique. On ne pouvait capturer d'un regard tous les détails de ce matériau. Il prenait une brillance particulière lorsqu'on glissait son regard sur sa texture. Chancelant, je suivais César. Chancelant, c'est un peu titubant.
Le tunnel partait en ligne droite sur 7 ou 8 mètres, avant de faire une courbe vers la gauche, très serrée, pour continuer ensuite tout droit sans aucune autre déviation. La sensation me troubla. Le tunnel changea de couleur brusquement, devenant indigo fluorescent. Donc là, on retrouve la couleur du départ dans la grande galerie. Puis il commença à descendre en légère pente. Personne ne disait mot. Les derniers bagages avaient été rapportés et rangés dans 3 véhicules de forme étrange qui attirèrent mon attention. César indiqua. La déformation spatiale intervient à cet endroit. Dans les fossés s'alignaient des niches possédant des cristaux de différentes couleurs. Leur disposition et leur forme étaient parfaitement symétriques. Selon moi, cela s'étendait sur environ 5 mètres et se trouvait à l'endroit exact de la zone de transition entre la couleur verte et indigo. Intrigué, je m'approchai des cristaux pour les observer attentivement. Ils étaient égaux en taille, d'environ un demi-mètre de hauteur et 10 cm de largeur. La pointe se terminait en forme de tétraèdre. Donc, pour ceux d'entre vous qui ne sauraient pas ce que c'est qu'un tétraèdre, c'est un des solides de Platon, avec notamment l'octaèdre, l'icosèdre, le dodécaèdre et le cube. Ça ressemble à une sorte de pyramide avec une base triangulaire. Donc en fait, au lieu d'avoir 3 triangles équilatéraux et une base carrée, on a 4 triangles équilatéraux qui forment le tétraèdre, qui correspond de manière générale au chakra du plexus solaire, à l'élément feu, et au soleil. Ils étaient tellement purs que je pouvais voir à travers eux. Je comptais 12 cristaux de chaque côté, et au-dessus d'eux se dessinait un creux d'une largeur de 5-6 cm sur la longueur occupée par les cristaux. Il est certain qu'à cet endroit se tenait un dispositif particulier, mais nous n'en avons aucune preuve. Rien, continua César. C'est une zone qui était à coup sûr utilisée pour la propulsion à travers le tunnel. Hayden s'approcha et dit « La configuration des cristaux provoque une liaison atomique très étrange. Je pense qu'ils utilisaient une autre méthode pour le déplacement, différente de celle plus classique dont nous parlons. » César approuva. « C'est vrai, c'est une supposition indirecte des projections qui ont été mises à disposition, mais aucune image ne montre comment ils se déplaçaient exactement. Je ne comprends pas pourquoi un tel secret. De toute façon, la déformation spatiale avait un rôle essentiel dans le processus, mais ils ont créé pour nous un tunnel physique. Donc c'est comme si il existait dans une dimension parallèle. Mais qu'en même temps, sachant que la plupart des détecteurs radars ou satellites ne peuvent pas l'apercevoir, ou en tout cas le percevoir, c'est un peu particulier, quoi. On va dire qu'il faut se mettre à leur place pour essayer de comprendre comment ça fonctionne. C'est comme s'il existait dans un univers parallèle, qui n'était pas complètement sur le plan physique de notre planète. C'est-à-dire que si on essayait de le rejoindre d'un autre endroit, je sais pas, par exemple, imaginons qu'on soit dans une ville qui fait étape dans le cheminement du tunnel, dans le sens que si on creuse environ 50 à 100 mètres en dessous, on pourrait trouver les traces de ce tunnel, mais comme là, en réalité, il n'existe pas vraiment sur le plan physique, c'est comme si il continue à creuser dans la terre sans rien trouver, quoi. Je vois pas comment je peux mieux synthétiser que ça. C'est une technique colossale, intervint Hayden, en regardant attentivement les cristaux. Il devait se servir d'une sorte de téléportation, ou tout au moins d'un voyage dans une dimension parallèle. Voilà, comme je vous ai expliqué. Ils ont sans doute considéré que c'était trop difficile de l'expliquer à l'aide d'une projection, ou que notre structure physiologique n'était pas adaptée pour ce genre d'expérience. Et la projection physique du tunnel, ai-je demandé. Oui, mais quel est le rôle de cette déformation spatiale ? Il est certain que quelque part se trouve une source d'énergie. Avec la stabilisation de la déformation énergétique, la dimension physique du tunnel semble altérée. Nous nous déplaçons dans le tunnel, mais malgré tout, nous sommes dans une forme de chemin parallèle à la matière. Normalement,
À l'autre bout devrait se trouver un convecteur analogue à celui présent ici, ajouta Hayden avec une voix très faible. Et donc ici, le convecteur se présenterait physiquement sous forme de cristaux rhomboïdales, c'est-à-dire en forme d'octaèdre, et une partie supérieure en forme de tétraèdre. C'est vrai, dit César en souriant. L'équipe scientifique a confirmé tout ceci, dans le sens où le tunnel a une consistance physique, mais qu'il ne passe pas sous terre. C'est une réplique virtuelle, mais parfaitement viable pour le voyage. Nous ne comprenons pas comment une telle chose est possible. Il y a d'autres énigmes que nous n'arrivons pas à percer. Par exemple, le fait que cette situation ne soit valable que pour ce tunnel qui conduit sous le plateau de Gizeh près du Caire. Les deux autres tunnels sont en effet creusés normalement sous terre vers leur destination. Un officier roumain vint informer César que tout était prêt. César nous demanda de nous préparer tandis qu'il retournait dans la salle des projections pour donner ses dernières dispositions. Nos véhicules étaient plus grands que les voitures électriques utilisées dans la grande galerie, avec une forme très aérodynamique. Leur moteur était électrique, mais nettement plus performant, nous assura Hayden, qui connaissait très bien la technologie utilisée pour leur conception. Les trois engins étaient disposés en colonne devant la zone des cristaux. Ils ressemblaient furieusement à des bolides de course. On m'expliqua que cette forme avait été spécialement conçue par les Américains, après la découverte du complexe souterrain des Bouchedji, pour être adaptée aux conditions de déplacement à l'intérieur des tunnels. Leur carrosserie en fibre de carbone était légère, et à l'avant se trouvait un dispositif très complexe. C'est un système de navigation au laser, indiqua le lieutenant Troureau. Donc, le lieutenant Troureau, c'est un autre agent déployé par les Américains pour aider les Roumains dans l'exploration. Et c'est un agent USAP. Donc, vous verrez juste après ce que ça veut dire. Comme la surface de la route est très lisse et sans dénivelé, le déplacement peut être en partie automatisé. La voiture dispose d'un pilote automatique avec un ordinateur de bord costaud. Je vous rappelle qu'on est en 2009, entre 2009 et 2012. Sur le toit, 2 projecteurs allaient nous éclairer, car même si le tunnel offrait une certaine luminosité, l'expérience antérieure avait montré la nécessité d'une lumière blanche supplémentaire. Entre-temps, César revint et enchaîna. Ce tunnel est vraiment spécial. La lumière indigo crée un état de dédoublement mental, comme le sentiment d'endormissement. La relaxation physique y est très importante et l'attention se perd vite. On ne peut pas se permettre de perdre notre vigilance. Il y a déjà eu quelques incidents mineurs qu'on souhaite éviter à l'avenir. Sur ce, César donna le signal du départ. La distribution des équipes dans les voitures resta identique. César et moi dans le véhicule de tête, ensuite Troureau et Hayden, et enfin le lieutenant Nicoara. Excité, je montai à bord. L'intérieur me fit penser à celui d'un avion moderne. Beaucoup de rangées de boutons se déployaient sur le tableau, avec une console centrale et un grand écran. Pas de volant, seulement une sorte de barre avec des commandes de type avionique. L'atmosphère intérieure était une réussite, très plaisante. Je m'assis confortablement dans le fauteuil ergonomique. À travers la vitre étanche et sécurisée, la vue de l'ouverture du tunnel me donnait des sueurs froides. C'était un moment unique qui allait donner le top départ à des événements incroyables. César établit la liaison audio avec les 2 autres véhicules. Il me regarda pour avoir mon accord. Je pris une profonde inspiration et acquiesçai. Brusquement, la lumière devint indigo et l'espace devant s'assombrit. Fin du second chapitre. Et donc maintenant, on va passer au chapitre sur la franc-maçonnerie. Générique.